Bonjour et bienvenue au podcast que vous regardiez sur YouTube, écoutiez sur Spotify, Balado Québec ou encore sur les ondes de CIAX 98.3 FM. Le podcast, c'est une série de rencontres avec des invités qui ont en commun de mettre l'humain au cœur de leur démarche personnelle et professionnelle. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un couple pas banal, Mariette Bombardier et Gaston Michaud. Bonjour à vous deux, merci d'être là. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va Oui, bien? Pas trop chaud chez vous? oui, il fait assez chaud. Ouais, hein? On se garde à l'ombre depuis une couple de jours. Je suis vraiment content de vous voir. Vous savez, moi, c'est une amie qui m'a parlé de vous. Je connaissais pas votre parcours. Puis quand j'ai commencé à aller lire sur vos parcours respectifs et communs, j'ai été sacrément surpris, heureusement surpris de voir la richesse de votre implication sociale à tous les deux. Vous savez, le podcast, l'angle qu'on prend, c'est celle des histoires de vie. Donc, d'emblée, ben, j'aurais le goût de vous demander d'où vous venez, chacun, Gaston et Mariette. Êtes-vous nés à Montréal tous les deux ou On est loin de Montréal. Moi, je suis née à Valcourt, à Valcourt? ouais, descendant de toutes les familles souches de Bombardier. Wow! Fait que vous avez vu. Pardon? 1943. Ouais. C'est 2 ans avant mes parents. Donc, vous avez vu, vous, Mariette, là, toute l'évolution, parce que en 43, c'était pas mal les débuts de Bombardier, là, fait que vous avez vu ça évoluer dans votre propre village. Je l'ai vu commencer, je l'ai vu évoluer, j'ai travaillé pour eux autres. J'ai été très proche de la famille. Quand Armand est décédé, ils m'ont demandé d'être présente à la maison la nuit Ah pour ouais, pas que Yvonne se retrouve toute seule la nuit. Donc, j'ai été au wow. cœur de l'action du départ de Bombardier. Wow. Puis là, quand on parle de ça, le décès de M. Bombardier, vous aviez à peu près quel âge à cette époque-là? C'est en 64, si je ne me trompe pas, qui est décédé. Moi, je suis née en 43. OK, ouais. Quand même une adolescente. J'étais déjà à travailler chez eux. Ah oui, Je OK. travaillais déjà pour le fils de Armand OK. Puis à ce moment-là. vous faisiez quoi? Je travaillais à la maison, il y avait 4 enfants et j'étais la nounou des enfants. Ah ouais, ouais. Ah ouais. Il est Wow. resté très près des enfants aussi. Très Ouais. près. Même maintenant. Ah ouais, les liens se sont préservés dans le temps. Oui. Wow. Puis vous, Gaston, vous êtes pas né à Valcourt, hein? Non, là, assez loin, et en distance, et en culture. Parce que je suis né, moi, près de Trois-Pistoles, dans un petit village qui s'appelait Saint-Éloi. Un village qui avait une histoire un peu spéciale parce que c'était la paroisse. Moi, je côtoyais la famille d'Adélard Godbout, le premier ministre du Oui. temps. Et c'était une famille de politiciens libéraux depuis toujours. Il y avait eu en même temps dans cette paroisse-là Ernest Lapointe, qui était l'ancien ministre très important pendant la guerre de 45 et qui avait démissionné, je pense, quelque chose comme ça, à cause de la conscription. Donc, j'ai été élevé dans la politique. Ah ouais, très jeune. Bon, je suivais toutes les assemblées politiques et j'ai participé aux assemblées politiques, ce qui m'a éveillé très rapidement à la dimension sociopolitique Mhm. et en plus, c'est mon père qui avait un mois d'école et qui n'avait pas appris à l'école, mais il lisait continuellement. Et il écoutait la radio et les nouvelles et les journaux. Alors, la famille, on a été élevé dans un environnement de questionnement sociopolitique. On Mhm. parlait pas juste des vaches, on parlait aussi de Duplessis, de tous les débats. Mon père écoutait la radio, ondes courtes,
prendre Paris pendant la guerre. Oh, Alors, ouais. on est donc très sensibilisé à l'environnement, je dirais quasiment local, provincial, moi j'ai entendu parler de Borden, il y a pas peu de monde qui savent ça maintenant, mais autour des années 40, Borden, c'était le premier ministre du Canada, là. Alors, puis ensuite, ce qui se passait à la guerre, on entendait passer les trains de soldats qui criaient tout le temps parce qu'on était pas loin de la gare. Donc, Ah, ouais, ouais, ouais. toute mon enfance, j'ai été baigné dans un environnement de questionnement sociopolitique Hmm. avec mon père qui lisait des biographies beaucoup, des livres sur l'histoire. Alors, donc, on était un peu en porte-à-faux vis-à-vis de la culture du clocher tout seul. Et je pense que ça a marqué mon existence beaucoup. Vis-à-vis la culture de, vous disiez, de clocher, c'est ça? Le clocher tout seul, on n'est pas juste des gens de village, Oui, oui, des gens oui. parentés, on était des gens qui avaient déjà une préoccupation qui dépassait notre village. Oui, oui, Et oui, oui. je n'ai pas analysé ça il y a longtemps, Ouais. mais je pense que cette démarche que j'ai poursuivie toute ma vie, d'un questionnement sur la sociologie, sur l'histoire politique, et c'est né de cette préoccupation profonde que mon père avait. Donc, c'est vraiment le berceau familial hein, qui a forgé d'un côté comme de l'autre, chez Mariette puis chez Gaston, si je comprends bien, votre intérêt pour... Ben, j'aime l'idée du clocher parce que c'est ça, dans ces années-là, tu sais, souvent, on connaissait bien sa communauté, son coin de pays, mais ce qui se passait ailleurs dans le monde, c'était pas toujours accessible, ou même ailleurs au Québec ou au Canada, c'était pas toujours accessible pour tout le monde. Donc, déjà, dans ces années-là, ce que j'entends, c'est que euh, vous étiez allumé aux faits politiques et à ce qui se passait dans l'actualité à travers le monde. Là. Oui, et je raconte quelque chose qui pour moi était très important dans mon enfance. C'est que face à la maison, on avait un panorama exceptionnel de ça qu'on voyait 7 clochers d'église. C'était immense en avant. Et j'avais un questionnement quasi existentiel déjà. Qu'est-ce qu'il y a à l'autre bord de l'horizon? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a à l'autre bord de l'horizon? Ça m'a toujours questionné depuis que j'étais tout petit. Je voulais voir l'autre bord. Puis je n'avais pas moyen parce qu'on voyageait à cheval. Puis on ne sortait jamais de l'autre côté de l'horizon. Alors, mais c'était un questionnement qui était profond chez moi. Je voulais savoir. En tout cas, je rappelle ça aujourd'hui, je n'ai jamais parlé de ça. Ouais, ouais, ouais. Mais Mais quand bien on que parle de l'horizon, Gaston, quand on parle de l'horizon, est-ce qu'on parle du fleuve Saint-Laurent que vous... non, le fleuve, on ne le voyait pas, même si on était tout près de chez nous. Il y avait une côte en arrière. OK, Mais OK. en avant, la Oh, je- donné un immense espace où on voyait 7 clochers d'église. Ah ouais. Mais l'horizon était donc très loin. Mais pour moi, enfant, il y avait un questionnement profond sur qu'est-ce qu'il y a l'autre bord. Hmm, Très hmm. différent de nous, parce que nous, toute la famille, de génération en génération, c'était des patenteux, Ouais, des mécaniciens. ouais. Donc, nous autres, c'était défaire les choses, savoir comment est-ce qu'ils sont faites, fabriquer des nouvelles, tu sais, une scie ronde pour fendre le bois, de faire une pelle mécanique pour creuser la rivière. Hmm, On hmm, a toujours fait tous nos jouets hmm. de toute notre enfance. C'était des patenteux. Puis aujourd'hui, ces jouets-là, ben, ils volent dans le ciel un peu partout dans le monde. Ouais, c'est ça. Donc, Mariette, peut-être moins politisée en l'enfance, puis plus sur le terrain, comme vous dites, là, avec une famille très innovatrice, créatrice au niveau manuel, au Et niveau très technologique. social. Des parties de Noël, nous autres, là, ça durait 4 jours. Wow! Wow, wow, wow!
Hey, moi, j'ai vécu ça, mais Avoir ça. du gagne, ça Ouais. fait partie de mon enfance. J'ai vécu ça, mais c'est pour moi, c'est des souvenirs de très petite enfance, là, à Saint-Côme, parce qu'on avait de la famille à Saint-Côme, puis des parties de Noël de 3 jours, là. Je me rappelle de ça, là, où les enfants couchaient dans un coin de la maison, puis on se levait le matin, puis les adultes n'avaient pas vraiment dormi, là, ça jouait aux cartes autour de la table, puis ouais. Vois-tu, et nous, c'était impensable ça parce que d'abord le fait que je suis l'aîné de 15 enfants. Alors, la maison était beaucoup trop pleine d'enfants pour qu'on reçoive beaucoup de monde. Ben oui. Il y avait tellement de monde, puis tout ce petit monde-là, on avait à le gérer. Et moi, je me souviens d'un détail. Mon père et ma mère sortaient pour aller voir leur famille, toujours avec le bébé, sortaient avec le bébé. Et moi, à 10, 11, 12 ans, je gardais tout le reste. Oh, wow. Ouais. Alors, aujourd'hui, ça ne serait pas légal, mais je gardais et nourrissais et on m'organisait pour traire les vaches euh, tout seul. Et Ouais. c'était très, très difficile de, de gestion personnelle. Je Mm. paniquais devant ça, moi, parce que il y avait 2 ans en montant, des fois, il y en avait 7, 8, 9 là, qui étaient Ah. moi et le plus jeune. Puis garder tout ce monde-là, leur donner à manger, ensuite faire rentrer les vaches, traire les vaches avec mes petits frères et mes petites sœurs, puis envoyer ça dans le champ. Alors, on nous confiait beaucoup, beaucoup, beaucoup de responsabilités, Ouais, ouais, ouais. tout petit. Je me demande, je trouve ça intéressant comme point de vue ou comme histoire. Tu sais, aujourd'hui, on dirait, pardon, on dirait qu'on, dans ce cas-là, on aurait parentalisé l'enfant, tu sais, dans le sens où on le rend parent avant son âge. Est-ce que pour vous, dans vos histoires de vie, Mariette, je ne sais pas si ça s'est passé comme ça ou vous aviez beaucoup de responsabilités jeunes, mais avec le recul, Gaston, vous le nommez comme une période anxiogène, difficile, mais est-ce que dans ça, dans le fait d'avoir eu beaucoup de responsabilités très jeunes, est-ce que vous voyez ça comme quelque chose de positif ou quelque chose de négatif? Est-ce que ça vous a forgé? Je dis qu'à ce moment-là, il n'y avait pas d'enfance, il n'y avait pas d'adolescence. On apprenait tout simplement à devenir des adultes. Mhm. Et dès le départ, on était responsable. Mhm. Même les 3 ans avaient des tâches, puis il était responsable, il fallait qu'il la fasse bien, sinon il était pas battu nécessairement, mais il avait des reproches, puis on lui montrait comment faire. Ouais, Je ouais, pense que ouais. j'ai vécu ça aussi beaucoup parce que à ce moment-là, là, par exemple, la notion d'adolescence, ça n'existait pas. Mhm. On était des jeunes en apprentissage d'adultes. Et, On faisait tous beaucoup de tâches. et on faisait tous beaucoup de temps. Moi, c'était sur une ferme, puis tout le monde travaillait. Mhm. Mais on avait aussi le temps de jouer, le temps des parties. Donc, moi, j'ai eu une enfance très, très joyeuse. Mhm. 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 On a, on a côtoyé les cousins, les cousines, le village. Ouais. On a eu beaucoup, beaucoup de rencontres sociales. Chez nous, c'était la place à tout le monde. Mhm. Wow. Ouais. Et chez nous, c'était, on apprenait beaucoup parce que tous mes frères et sœurs, les 14 qui restent en vie, on a tous pris dans notre vie des responsabilités partout. Partout, il y a un leadership qui s'est appris, qui s'est éduqué à partir de la plus tendre enfance. Moi, je me souviens partir avec 2 chevaux doubles à l'ERC sur le Grand Coteau, à l'autre bout de la terre. Je devais décharger la herse à 10 ans. Je travaillais Wow. avec les 2 chevaux doubles à 10 ans. Aïe, aïe, Puis, aïe, aïe. c'était normal pour mon père. Ouais, C'est ouais. normal pour les parents. C'était Moi, je normal. conduisais l'auto à ce moment-là. À Pour 11 aller, ans? pour aller chercher les vaches, pour aller tirer à grande fourche, t'es capable. T'es Ouais, ouais, capable. ouais. Vas-y. Très tôt, on ne disait pas, oh, toi, tu me nuis. C'était bien. Tout le monde s'aidait en partant. On a Ouais, ouais. développé
développé une culture d'entraide radicale. C'est-à-dire que chez nous, on se levait tout le monde en même temps. Et tout le monde était à l'œuvre en même temps. À partir de l'âge de 2-3 ans, il y avait des tâches pour tout le monde. Puis on savait la veille tout ce qu'on faisait le lendemain. Ouais, 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 ouais. Ouais, 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 c'est ça. Et Ouais. on a développé un sens de la responsabilité puis de l'entraide. Mm. Vers la chasse d'automne, là, puis des fois, on monte des bâtiments pour s'abriter pendant Ouais. la chasse. Supposons qu'on travaille et on n'a pas besoin de dire à mes frères, viens m'aider. Si je fais quelque chose et j'ai l'air en problème puis avoir besoin de quelqu'un, il va venir tout seul. Ouais, Il n'a pas ouais. besoin de demander. On a appris à regarder à côté, pas juste en avant. Mhm. À côté, à regarder comment, un peu comme dans l'armée, tu regardes la ligne en avant, tu regardes la ligne à côté. On a des yeux tout autour de la tête pour voir le besoin. Mm. Et ça, Mm. c'est pas, on n'a pas de mérite à faire ça. Là. C'était une culture. C'était C'était nos culture. valeurs. On Ouais. était là-dedans. Ouais. Et tout le monde s'entraidait de façon, je dirais quasiment automatique. On ne pouvait pas voir quelqu'un forcer sans partir pour aller l'aider. Mm. C'est Mm. pas besoin de le demander. Et Il y a- c'est une immense richesse de faire. C'est une très, très grande richesse. C'est une très, très grande richesse. Puis, tu sais, moi, je suis parti de la ville de Montréal à l'âge de 30 ans. Je me suis envenu en Estrie à ce moment-là. Donc, ça fait déjà, ça ne me rajeunit pas, ça fait déjà 19 ans que je suis en Estrie, dans un petit village. Puis, je me rappelle les premières années où je suis arrivé, ça a donné comme ça, il y a eu plusieurs feux de maison. Euh, et puis là, je voyais tout de suite le lendemain, là, les gens au IGA, les gens un peu partout, ramasser Des des corvées. fonds, faire des corvées, puis ça se faisait là automatiquement. Puis ça m'a vraiment impressionné quand je suis arrivé ici, là, de voir cette entraide-là, que moi, j'avais jamais connue dans la grande ville parce que j'ai grandi à Montréal. Donc ça m'impressionnait beaucoup. Puis là, je me demandais, parce qu'on est dans vos vies autour de 12, 13, 14 ans, à un moment donné, il y a l'école souvent ça arrive comme ça, vous me direz si je me trompe, mais souvent c'est l'école qui nous fait sortir de notre village, soit le secondaire ou après ça, je sais pas si ça a été quoi votre parcours d'études, ou le travail, tu sais, à un moment donné, on se dit, bon, ben là, il faut que je gagne ma vie. À partir à peu près de quelle époque dans vos vies respectives où vous avez quitté le nid familial, puis comment ça s'est passé à cette époque-là? Ben, moi, à 14 ans, j'étais en 11e année à Valcourt, puis ça n'allait pas plus loin à Valcourt, là. Mhm, mhm. Il fallait que tu t'en ailles à Sherbrooke. Et à ce moment-là, papa m'a dit, si tu peux aller travailler chez Bombardier, ben, tu vas avoir un bon salaire, Mhm. puis tu n'es pas obligé de t'en aller plus loin que ça. Fait que finalement, la formation que j'ai eu un diplôme à 50 ans, moi, Ah oui, ok, oui, oui. parce que je suis retournée à l'école. Parce que Wow. je suis à l'école, puis par mon parcours de vie, j'ai étudié, puis j'ai eu Donc, mon diplôme à 50 ans. à l'époque, vous êtes resté à Valcourt puis vous avez travaillé pour Bombardier, c'est ça? La maison privée de la famille Bombardier. OK, 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 parfait. Puis vous avez fait ça pendant combien de temps? Pendant 10 ans, j'ai adoré ça. J'ai Ouais. aimé ça. C'était comme un institut familial. Tu apprenais de tout. Tu Mhm. apprenais à faire à manger, à garder les enfants, à faire l'entretien de la maison, à faire l'entretien du linge, à faire les devoirs, les leçons des enfants. Tu faisais tout, là. Mhm. J'ai adoré ça. Mariette, elle sait tout faire. Et de façon parfaite. C'est extraordinaire parce que. C'est fin, là. Non, c'est pas vrai. Non, mais je veux dire, c'est qu'en couture, en cuisine, en n'importe quoi, c'est qu'elle a développé, et ça, il y a du bombardier là-dedans. Il y a du savoir-faire aussi, je dirais quasiment jusqu'à la perfection. Mhm. Et c'est une richesse pour la communauté ici, c'est une richesse. Et pour toi. Et pour moi, et pour
Et pour notre famille, rien ça s'est faire. Alors, elle a été à la bonne école. Hum, Puis, hum. pour aller sur mon terrain, moi, j'ai eu une aventure, euh, je dirais, quasiment unique. C'est qu'à un moment donné, j'étais le plus vieux d'une famille de 15. C'était moi, c'était Oh, personne qui allait plus haut. attendez, C'est mon village. Gaston, je vous interromps. Je vais juste vous faire reprendre la dernière phrase parce qu'on a eu comme une petite interruption de son, là. OK. C'est bon, je vous entends bien. OK, parfait. Alors, c'est que, euh, donc, il n'y avait pas d'étudiants dans mon village qui allaient plus loin que la 7e année. C'est Mhm. quand on rendait là. Alors, ma mère a décidé que comme j'étais le plus vieux de la famille, je ferais un prêtre. Oui, Alors, j'ai ben oui, été, ça prend un prêtre. Ça prend un prêtre. ça prend un prêtre et je n'ai eu aucun choix. Ah, ouais, ouais, ouais. Aucun choix. Rien à faire. À partir du moment où ma mère a décidé que j'étais un prêtre, j'étais déjà prêtre. Sans aucun questionnement, même s'il y avait des blocs de résistance majeurs derrière moi. Alors, je suis allé, à partir de l'âge de 12 ans, je suis allé à l'école au couvent d'Île Verte parce que la maîtresse à mon rang n'avait pas ce qu'il fallait pour que je monte. Ensuite, je suis allé au collège de Sainte-Anne de la Pocatière faire mon cours classique. Et pour montrer comment c'était fort, c'est quand on venait chez moi trois fois par année, l'été, à Pâques et à Noël. Et quand j'arrivais l'été, je commençais à travailler le lendemain matin Oh, sur ouais, le ouais. web, travailler très fort. Puis quand je rentrais au collège dans l'après-midi, j'allais bûcher dans le bois avec mon père. Il y avait une espèce j'avais un sentiment d'obligation de pas faire payer, de ne pas faire payer mes frères et sœurs pour ce que ça coûtait pour Ouais, vivre. ouais. Ouais, ouais. Donc, Donc, je travaillais très fort jusqu'à une- aller dans les chantiers l'été aux États-Unis, dans les chantiers comme bûcheron, pour, donc, euh, pour donc, payer les études. donc, double obligation, tu sais, sur les épaules, celle d'une vocation qui n'a pas vraiment été choisie, puis celle du sentiment de responsabilité familiale, de ne pas faire porter le poids financier de tout ça. Donc, ça devait pas être des années super joyeuses, ou en tout cas, C'était pas joyeux, mais il y avait quand même dans la famille, mon père, il écoutait pas juste la radio, là. C'est que c'était un homme qui aimait jouer les tours et qui aimait jouer tout court. Alors, les enfants, euh, souvent, on jouait dehors avec mon père. Et mhm. des fois, il faisait très chaud dans le jour, on travaillait dans la forêt à bûcher, à faire du poids. Puis quand il faisait trop chaud, mon père disait: Hey les gars, on travaille jusqu'à 1 heure et demie, puis après ça, on va à la pêche. Ouais, ouais, À la pêche avec mon père. Alors, on a ouais, des souvenirs euh, ouais. qui compensaient, Hmm, compensaient la lourdeur de la tâche qui était réservée hmm, aux enfants, à tout le monde. hmm. Alors, c'est quand même des beaux souvenirs et ce qui a fait que j'ai développé des attitudes au baseball qui ont été très importantes pour ma libération personnelle. OK. Partout où je passais, que je lançais à la balle, j'étais toujours le meilleur. Alors, ça revalorise quelqu'un passablement, même si chez nous, j'étais l'aîné de 15, mais j'étais le même âge que le plus jeune de la famille Roussel. J'étais 19, puis j'étais le plus jeune, le plus vieux parmi les plus jeunes. Ouais, ouais, ouais. Les autres familles. Je me suis fait botter un peu parce que j'étais toujours le plus jeune Ouais, parmi les plus jeunes. Ça a ouais, été une période difficile, ouais, 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 cette acceptation d'être rien dans des plus grands. ouais, Et ouais, le baseball m'a sorti de cette dépendance-là. ouais. Puis la première fois que j'ai senti mon père m'admirer, c'est après avoir lancé une partie de baseball. Puis là, il parlait de moi, tout le monde. J'avais jamais entendu mon père Ah, ouais. avoir une louange. Ma mère le faisait,
Ouais. Non, mon père, c'était pas quelqu'un pour faire des louanges, Ouais. mais ça avait été pour moi une étape très importante d'entendre mon père dans le coin qui parlait de moi en bien. Alors, je vais vous citer des détails que j'ai jamais raconté beaucoup, mais qui sont des étapes marquantes quand Ben, même. c'est important parce que surtout, tu sais, dans le récit que j'entends, il y a beaucoup d'obligations, de pression, puis là, tout d'un coup, d'être capable d'exister dans quelque chose d'autre, dans le regard de son père aussi, je pense que c'est Ah important. oui. Puis je reviens à Mariette, on parlait de son parcours d'une dizaine d'années au service de la famille, puis Gaston, vous disiez, tu sais, vous parliez de son savoir-faire, mais j'entends aussi dans ce parcours-là un savoir-être dans le sens de vouloir être dans le don de soi pour les autres, d'être au service, de faire œuvre utile familiale, peut-être le côté maternel, je ne le sais pas, mais déjà, vous aviez comme une fibre de vouloir aider, de vouloir être utile, de vouloir Parce participer. que ça faisait partie de ma vie. Moi aussi, j'étais une plus vieille de famille. Puis, quand j'ai quitté chez Bombardier, je me suis mariée et Ouais. j'ai eu un enfant handicapé. OK. Le deuxième, la plus vieille, Chantal, elle était en pleine forme, il n'y a pas de problème, mais Sylvain, c'est un handicap très, très lourd. OK. Et je l'ai gardé à la maison parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas d'aide pour Mhm. les personnes lourdement handicapées. Et le médecin a demandé qu'il soit au centre Notre-Dame-l'Enfant parce qu'il faisait trop de crises d'épilepsie OK. et on ne pouvait pas nous donner des injections. Mhm. Je Mhm. n'avais pas ce qu'il fallait pour ça. Et ça, c'était un bout extrêmement difficile. Je comprends. Je comprends. C'est là que j'ai développé le plus le, le goût, le besoin d'aider les autres. Mhm. Mhm. Puis Sylvain, il est né en 73, il est décédé en 2002 à 28 ans. Ça veut dire qu'il a été longtemps au centre Notre-Dame-l'Enfant. Mhm. Et j'étais sur tous les comités qui pouvaient exister pour l'accompagner puis améliorer la situation. J'ai vécu la désinstitutionnalisation, Ouais. Dans les années 80. oui. Mais quand il est entré au centre Notre-Dame-l'Enfant, je me suis dit, il faut que cette épreuve-là serve à quelque chose. Mhm. J'ai commencé tout de suite à travailler pour les personnes dans le besoin, pour le centre d'action bénévole. Après ça, j'ai suivi une formation de préposé aux bénéficiaires Mhm. Mhm. et d'auxiliaire familial et je me suis retrouvée au CLSC avec les personnes en fin de vie pour le mourir à domicile pendant 30 ans. Wow! C'est drôle, hein, parce on s'est parlé au téléphone hier un peu, puis là j'ai découvert des choses dans le parcours de Mariette qui étaient très similaires au mien, parce que j'ai fait le même cours, celui d'auxiliaire familial, j'ai fait ça en CLSC pendant 10 ans. On a été famille d'accueil en déficience intellectuelle, puis là, pendant 15 ans ici dans notre village. Puis là, je me rendais compte que Mariette avait un parcours, puis qu'elle connaissait mon village. Puis Oui. donc, ça me touche beaucoup parce que d'avoir soi-même un enfant handicapé, tu sais, nous, on était famille d'accueil, c'est pas pareil, hein. C'est pas nos propres enfants, même si on s'attache, même s'il y a des liens qui se développent. Parce que tu es aidant et aidé en même temps Ouais, quand c'est ton enfant. Tu sais, moi, j'étais aidante au ouais, CLSC, mais en même temps, j'étais aidée par le Centre Notre-Dame-de-l'Enfant pour mon enfant. ouais, 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 ouais. Automatiquement, moi, dans ma tête, il fallait que je donne le maximum aux autres pour Mhm. que les autres donnent le maximum pour le mien. Je comprends, je comprends. C'était comme... Un retour c'est d'ascenseur. ça. Oui, 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 je comprends très bien. Oui, oui, oui. Wow. Il y a un sens encore là de la responsabilité vraiment, vraiment très développé, tu sais. Je Puis... pense que c'est lié, on pourrait faire des études plus longues là-dessus, beaucoup au fait qu'on est deux aînés. Dans des familles assez grandes,
où on a été continuellement obligé de regarder tout ce qui se passait autour de nous autres, Mhm. puis d'essayer de planifier pour que tout le monde Ouais. en ait, soit heureux dans le fond, dans la famille. Et moi, ça a été un point de départ, mais on arrive très mal à comprendre comment les choses se passent pour nous dans chacune de nos vies. On a l'impression qu'il y a des déterminismes qui sont souvent liés à la façon dont on aborde des virages. Ouais. Des fois, on est prêt. Moi, je me souviens, après que je suis entré au collège, aussitôt qu'il y avait une corvée organisée, c'était Gaston. Gaston, on va organiser ça, on va faire la patinoire, on va faire ci. C'était toujours là où il y avait, parce que j'avais de l'apprentissage manuel au-delà de la moyenne des autres. Et quand je suis arrivé chez les pères, j'en ai-tu fabriqué des patinoires, j'en ai-tu fabriqué des bibliothèques, etc. Ouais, ouais, ouais. C'était toujours celui qui fabriquait. Ouais. Et je suis tombé après, ça a été une étape très importante, moniteur dans un camp de vacances. Dans un camp de vacances aux États-Unis, mes confrères dominicains ne voulaient pas y aller parce qu'ils trouvaient que c'était une perte de temps. OK. Le premier été que j'ai passé là, j'ai été passionné par des jeunes qui grandissaient, qu'on pouvait arriver à faire partager le soi, le souci des autres, le plaisir d'être avec d'autres, le plaisir de se rendre service. Et non seulement je ne suis pas allé seulement qu'un an, je suis allé 6 ans de suite. Et les dernières années, je passais tout l'été là et je suis revenu de là passionné par l'influence qu'on peut avoir sur un groupe quand on sait sortir le meilleur de chacun. Mhm. Je Mhm. pense que j'ai résumé en gros Ouais. le cœur de ma vie, Ouais. l'influence qu'on peut avoir dans un groupe quand on peut faire sortir le meilleur de chacun. Et je pense que Mariette et moi, c'est ce qu'on a fait toute notre vie. Parce que moi, à domicile, je regardais pas ce que la personne ne pouvait pas faire. Je regardais ce qu'elle était encore capable de faire. J'essayais toujours d'avoir une vision globale de la situation pour aller chercher son talent, aller chercher ce qui allait la valoriser et la faire sentir Ouais. mieux. Ouais. C'est. Pas l'écraser, puis pas parler continuellement de ce qui n'allait pas, qu'elle est cardiaque ou qu'elle fait rhumatisme ou qu'elle fait. On ne parlait pas de ça, on parlait de ce qu'elle pouvait faire, de ce qu'elle était encore capable de faire. C'est comme révéler à l'autre ce qu'il y a de meilleur en lui. Parce que des fois soi-même, on ne voit pas toujours notre propre potentiel. Donc, si quelqu'un d'autre vient nous le refléter, c'est une forme d'autorisation aussi qu'on donne à l'autre, au sens où je reconnais tel talent, telle force en toi. En le reconnaissant, je t'autorise à te le reconnaître toi-même puis à agir là-dessus. Tout le temps, tout le temps. Et je vais pousser une pointe tout de suite sur quelque chose qui va certainement revenir dans notre rencontre. C'est qu'on a une maison d'aînés à Racine. On va en reparler certainement plus tard. La brunante. Dès le départ, c'est que l'objectif de notre maison d'aînés était à partir de ce que les gens savent faire, à partir de ce qu'ils sont capables de faire, on essaie de prolonger l'autonomie. À partir de ce qu'ils savent faire, plutôt que de penser comme le gouvernement fait présentement, plutôt que de compenser les pertes d'autonomie, on prolonge l'autonomie. Alors, c'est un peu ce que Mariette disait, on ne regarde pas ce qu'ils ne savent pas faire, mais on regarde surtout comment ils peuvent aller loin avec ce qu'ils savent déjà faire. Et c'est fondamental parce que ça repose sur cette approche que nous avons de toujours miser sur les capacités des individus. Et puis ça, c'est très fort. La société n'est pas faite. La société est une société qui regroupe les handicaps des gens. Et ça, c'est très néfaste. OK.
on n'intègre pas les handicapés dans des milieux vivants. Ah On oui, ok, je les comprends. sépare, puis on les Ben oui, regroupe dans un milieu. ben oui. On n'intègre pas dans la marginalité. Ouais, ouais, Et ouais, ouais, ouais. on va pousser ça plus loin tantôt. Oui, 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 tout à fait. Puis avant d'aller à une petite pause, je voulais savoir, Gaston, quand est-ce que, parce que quand vous avez terminé vos études en prêtrise, est-ce que par la suite, parce que quand je suis allé fouiller un peu sur votre histoire, je suis tombé sur un article du journal La Presse d'il y a plusieurs années. Puis là, ça disait le curé communiste. Puis là, j'étais là, ben voyons donc, de quoi il parle? Puis je pensais que c'était une métaphore. Tu sais, je pensais qu'il vous nommait curé comme quelqu'un qui veut prêcher. Tu sais, ou... Fait que là, je pensais que c'était une métaphore, le terme curé. Puis là, je suis retourné lire des trucs ce matin. Là, j'ai vu, mais non, il a vraiment été curé dans une paroisse à Montréal. Ah Ça, oui, c'est... au fond, on m'a jamais dit curé communiste, parce que j'ai jamais été communiste du tout. Ben, Mais étant donné que je prenais partie des plus petits, le surnom qu'on m'avait vraiment donné, on m'appelait le vicaire rouge. OK. Le nom qu'on m'a circulé pendant un bout de temps, c'est parce que peut-être que j'ai subi le syndrome de Stockholm un peu au sens où, mais j'ai passé 10 années complètes à vivre dans une petite maison, dans un quartier, avec les plus démunis, en faisant toutes sortes d'activités avec eux autres, un camp de vacances, un comptoir alimentaire, toutes sortes de choses. Et ce quartier-là a explosé parce que je misais toujours sur ce que les gens savaient faire. Alors, ils étaient isolés, mais on les a réintégrés à partir de leur savoir-faire. Et je vais quand même pousser ça un petit peu plus loin, là, c'est qu'on a formé une coopérative à un moment donné parce que l'entraide était fondamentale pour s'en sortir ensemble. Et quand on a euh, voulu définir la part sociale, les gens étaient tellement pauvres qu'il n'y a personne qui avait 5 Mhm. dollars à mettre là-dedans. Alors, mais ça prenait quand même une part sociale. Mais à partir des attitudes qu'on avait développées, on a fini par définir la part sociale de la coopérative, qui comptait plusieurs centaines de membres. La part sociale, c'est 3 heures de travail par mois. Ouais, ouais, Et ouais. là, c'est qu'on allait chercher ce que les gens savaient faire. Quand un type est voleur, puis qui est bon menuisier, tu ne le mets pas à la caisse, tu lui donnes un marteau. Vous comprenez? Alors, ça veut dire que ce quartier-là, on a bâti un camp de vacances à Racine. Les gens travaillaient en corvée. On se désarmait au labeur, mais Mhm. avec toujours la volonté d'avoir du plaisir à le faire. On a ramassé des roches des semaines sur une terre de Racine ici. Puis, Là, ça faisait chaud. là, je commence à comprendre vers où on s'en va entre Racine et Montréal. Est-ce qu'on a le droit de dire dans quel quartier vous étiez à ce moment-là? Oh, oui, c'est ça. D'ailleurs, il y a une ruelle qui porte mon nom dans ce quartier-là maintenant, que le nom a été donné il y a 2 ans. Il y a un parc aussi. C'était sur la rue Drolet, entre Saint-Laurent et Saint-Denis, à la hauteur de Duluth. C'était, à ce moment-là, l'endroit probablement de Montréal le plus désorganisé Mm, socialement, mm, parce que c'était un couloir de passage pour les nouveaux arrivants. Aussitôt que les gens évoluaient positivement, ils partaient vers le nord, mais ils restaient là, les gens de passage et les assistés sociaux mhm, définitifs. mm, Alors, mm. leur centraide ne voulait rien donner là-dedans. Et comme les gens n'étaient pas pratiquants à 99,9%, ils m'avaient envoyé rester avec eux autres pour les convertir, OK. les amener à la messe. Alors, moi, je n'ai pas enlevé personne à la messe. Mais à un moment donné, ils ont dit le syndrome de Stockholm, mais j'ai fini par prendre leur parti. Ouais, ouais, ouais. Puis c'est là-dessus que je me suis ôté d'être curé, là. Ouais, ouais. J'ai découvert avec eux autres qu'un problème d'injustice, ça ne se règle pas par la charité, Mhm, ça se mhm, règle par la justice. mhm, Et mhm. là, Wow. j'avais appris de mon passage de 10 ans que l'Église catholique, avec toutes ses institutions, c'est Saint-Vincent de Paul,
ses cadeaux, ses paniers de Noël, ne travaillaient que dans le domaine de la charité. Mhm. Que la charité à l'œuvre et la justice n'étaient jamais abordées. Alors là, moi, C'est encore vrai, hein. C'est encore vrai aujourd'hui. c'est encore plus vrai. Mais je veux dire, je me suis ôté d'être curé là-dessus concrètement Mm. et je l'ai annoncé aux gens à la messe le dimanche. Puis le lendemain matin, j'étais plus curé. Oh, wow. Puis l'Église l'a appris par les journaux. Alors, je n'aurais pas demandé de permission. Wow. J'étais assez. Alors, Ça, wow. Je trouve ça fantastique comme revirement, comme prise en charge de soi puis de ses propres valeurs en disant, oui, l'Église m'a amené là, tu sais, parce que c'est quand même l'institution qui a fait, puis le hasard qui a fait que vous êtes tombé dans ce quartier-là. Mais après ça, c'est vous puis votre conscience qui fait le choix de dire, ben écoute, moi, je suis pas là pour convertir du monde ou pour faire la charité, mais pour bâtir quelque chose avec les gens, puis pas dans un rapport de hiérarchie religieuse, mais dans un rapport où, parce que quand vous parlez du syndrome de Stockholm, ce que je comprends de ça, c'est que à cette époque-là, vous vous identifiez à ces gens-là comme étant, en faisant partie d'eux et non pas comme étant un coach d'une équipe ou quelque chose comme ça. Je vais juste, si vous voulez, Mariette et Gaston, on va se prendre un petit 5 minutes de pause. Question d'aller boire un verre d'eau ou bouger un petit peu. On revient tout de suite après la pause. À partir de cette époque-là, d'un côté, Gaston qui quitte l'Église et Mariette qui est à ce moment-là, investi dans une carrière de soins à la personne. Donc, on prend une petite pause, puis on revient tout de suite. Ben, moi, puis, ouais, vas-y. quand Sylvain est entré au Centre Notre-Dame de l'Enfant, là, il n'y a pas d'enregistrement, là. Oui. Mais c'est parfait, là. C'est parfait. On repart là où on voulait repartir de façon naturelle. Est-ce que la lumière est aussi bonne? Oui, ça va très bien. J'ai changé les petites choses. C'est Moi, j'ai parfait. parti à climatiser. Oui, c'est ça. Moi, je la mets pas parce que sinon, ça fait trop de bruit dans le micro, là, mais ouais, même ici, il commence à faire chaud un petit peu. Donc, Non. Sylvain entre. Vous parliez de Sylvain. Sylvain, quand il est entré au Centre Notre-Dame de l'Enfant, c'était en 78. Mhm. Et là, le CLSC de Windsor voulait ouvrir un point de service à Valcourt. Ah, OK. Et on était tous les deux, moi et Gaston, sur le comité promoteur pour le point de service à Valcourt. Et on a fait toute notre formation en travail. Oups, là, je vous ai Pour perdu. Je vous ai perdu dans la dernière phrase. Là, la connexion a coupé. Vous avez fait. J'ai juste entendu. On a fait toute notre formation. toute la formation d'auxiliaire familial OK. pour le point de service de Valcourt. On l'a fait en travaillant. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je me suis retrouvée à faire les deux en même temps. Oui. Et je faisais le travail au CLSC, j'étudiais, puis j'allais au Centre Notre-Dame-l'Enfant pour voir Sylvain. Finalement, je suis devenue aidante à plein temps et j'ai négligé peut-être ma vie de couple. Mhm. Et on s'est séparés après 20 ans. Puis Gaston travaillait au CLSC, on travaillait ensemble. Oh. C'est pour ça qu'on s'est retrouvés. Là, il y a un bout qui me manque, là, parce que on est dans les années 78, 78. Puis à cette époque-là, Gaston, c'est à peu près l'époque où quelques années avant, ça devait être quelques années avant que vous avez annoncé à votre diocèse en pleine messe. En 74. Ouais, voilà, ça a du sens. 78, Donc, il arrivait dans la région de Racine. c'est ça. Donc, il y avait déjà, pour Gaston, un lien avec Racine depuis quelques années à travers son œuvre dans le quartier comme prêtre, comme curé. Au camp de vacances, le camp de vacances que j'avais fondé avec les gens, avec la coopérative à Montréal, était à Racine. OK. C'est comme ça que je suis arrivé à Racine. On avait bâti de toutes pièces un camp de vacances
les chalets là-bas, la maison, la grande. On avait bâti ça avec les assistés sociaux. Vraiment, ça a été une corvée de... Le printemps, on a travaillé du début avril à la fin septembre. Moi, j'ai travaillé 60 heures par semaine, pas de vacances. Ah ouais, ouais, ouais. Alors, j'ai pas pris de vacances cette année-là. C'était vraiment un défi colossal. On a monté 10 chalets, on a réparé la maison, etc. Bâti des équipements pour recevoir 100 personnes. Alors, mais c'est à Racine que ça s'est passé, ça. Oui, 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 oui. Donc, mais à partir du moment où vous quittez la prêtrise, euh, est-ce que vous avez travaillé à Montréal ou vous êtes parti directement à Racine? Non. Quand j'ai laissé la messe, là, je suis resté dans le logement où j'étais et dans le quartier où j'étais et j'ai pris la coordination de la coopérative à temps plein. OK, 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 OK. Coordination, donc j'ai travaillé là. J'avais le camp de vacances et le comptoir alimentaire et la coopérative. Une grosse affaire, là. Beaucoup d'influence, beaucoup de monde pas instruit, mais illettré, puis qui travaillaient ensemble. Pour donner un exemple, pour financer tous nos projets, on faisait des marchés aux puces. Dans OK. le sol de l'église de Saint-Louis-de-France, qui passait le local, puis on vendait chaque mois pour quelque chose comme 4-5 000 $. Ça Wow. suffit à acheter des maisons. Et ce qui était intéressant aussi, c'est qu'on avait vérifié les savoir-faire. Mhm. Et on avait un atelier de réparation de meubles là, avec des outils et les gens qui savaient réparer des meubles. On s'organisait des grandes journées de temps pour réparer ci, réparer ça. Ouais, ouais. Remonter de sorte que les gens étaient à l'œuvre. Il n'était plus des désœuvrés, c'était Mhm. des entraidants. On va Mhm. revenir là-dessus tantôt. Mhm. On n'était pas des bénévoles personne, on était des entraidants. On s'entraidait pour réussir un projet. On ne Ah, travaillait pas pour les autres, on travaillait pour nous. On va revenir là-dessus. c'est vraiment intéressant comme approche parce que tu sais, tout à l'heure, on parlait de la cherté versus l'implication directe. Tu sais, puis là, je trouve qu'on y vient là, entre le bénévolat et l'entraidance, si on peut dire ça comme ça. Euh, puis je vois le lien aussi avec Mariette, qui déjà à l'époque était une entraidante, si on peut dire, parce que dans la façon dont Mariette l'a formulé, tu sais, que le CRDTED, qui était à l'époque le Centre Notre-Dame de l'Enfant, euh, donnait un coup de pouce puis qu'elle sentait la responsabilité de redonner en retour. Donc, ça devenait un échange. Oui. Donc, cette philosophie-là que vous aviez déjà avant de vous rencontrer, elle déjà était similaire, là. Il y avait des choses dans vos vies qui parlaient de vos valeurs. J'imagine qu'au moment de vous rencontrer, quand vous êtes mis à vous raconter vos vies, vous vous êtes dit, bon, ben, regarde, on est sur le On même les chemin. racontait au travail parce qu'on travaillait tous les deux dans le même CLSC. Il y avait beaucoup d'atomes crochus. Oui, oui, oui. Donc, c'était au CLSC de Windsor, c'est ça? De Valcourt. Mais Valcourt, le point de service de Valcourt, le c'est ça. CLSC de Windsor, le point de service de Valcourt. Donc, ce que je comprends, c'est que Gaston, à un certain moment, comme coordonnateur de la coopérative qui se développait à Racine, ben, enfin, le camp de vacances, qui, à l'époque, c'était un camp de vacances, euh, à quel moment, Gaston, vous décidez de faire le saut et de dire, ben là, je quitte Montréal? Oh, c'est une histoire courte, mais violente. C'est qu'à Montréal, dans les années 75 à 80, il est apparu les marxistes-léninistes. J'ai manqué la dernière phrase, j'ai bougé mon micro, puis ça, on dirait que ça a affecté la connexion. Non, c'est ça. Alors, à Montréal, dans les années 76-80, il y a eu une vague très, très violente de marxistes-léninistes. OK. Et la Ligue, etc. Et ils ont envahi tous les groupes communautaires de Montréal, toutes les coopératives, et ils ont pris le contrôle de toutes les coopératives qu'on avait. Alors, Oh, la coopérative à Montréal, et à un moment donné, moi, je me suis retrouvé au camp comme directeur général, et ils avaient noyauté le conseil
pour attribuer les tâches. Et mes 7 employés étaient tous marxistes-léninistes. Ah, Alors, je ne pouvais plus rien faire là. ouais. J'ai démissionné. J'ai démissionné du camp qui est mort tout de suite après, quasiment, alors que c'était un modèle extraordinaire. Ah, non. Puis le CA s'est dissous. Ça a été vendu par le gouvernement. En tout cas, c'est ça. Et j'ai travaillé pendant 10 ans dans une scierie comme sieur de bois à conduire des camions, puis les loaders, puis la gracie. Alors, mais c'est fou parce que ce 10 ans-là a été comme une espèce de retraite fermée où je me suis regrandé, j'ai repris contact avec moi-même, alors que j'avais tellement été en lutte avec tout ce monde-là que j'avais perdu mes balises. Ouais. Et je ne savais plus où je m'en allais. Alors, pendant les 10 ans, à Sciez-du-Bois, le contact avec la nature et tout, quand je suis ressorti de là, j'étais devenu une autre personne. Une personne qui avait retrouvé ses assises rurales, ses assises philosophique, au sens que je repartais du réel maintenant. Avant ça, avec le débat avec les communistes, j'étais rendu un cérébral. Ouais, je comprends. Et le fait de passer 10 ans à Sciez-du-Bois, à accorder du brandy, comme on dit. Accorder du brinty, ouais. C'est longtemps, ça. Mais ce que je veux dire, j'ai repris contact avec mes racines à moi. Puis après ça, la réflexion a été complètement différente et je me suis réintégré dans le social. Wow! C'est une longue période quand même de passage à vide. Puis ça, c'était dans quel coin, le travail? Dans les cours, c'est juste à côté ici. Pardon? Il y avait une petite scierie OK. À l'ancienne, complètement. Puis on était 3 du camp. La moyenne, il y avait 50 ans de scolarité. C'est les 3 travailleurs de... Ouais. On va pas accorder du brandy. Ouais. Il y avait un diplômé en sciences politiques de la Sorbonne, il y avait moi, il y avait un ancien trappiste, etc. On faisait une méthode de batterie qui n'avait aucune expérience, mais j'ai gardé les habiletés d'enfance au niveau manuel. Ouais, ça c'est clair. De mes forces, ça. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas dans la ligne de temps du récit, c'est que si vous avez été 10 ans dans une scierie, c'est à quelle époque que vous avez commencé, Gaston, à travailler en CLSC? En 90. Donc, oui, c'est ça. Avant ça. Non, j'ai été entre 80 et 90, j'ai été au Moulin. Ensuite, j'ai travaillé au CLSC à bout. Puis après ça, j'ai pris ma retraite. Donc, c'est dans les années début 90 que vous vous êtes rencontrés à Racine? Oui, c'est en 90. En 90. À Valcourt ou à Valcourt? À Valcourt. Ouais. Wow. Mais moi, je suis impressionné par cette autorisation-là que vous vous êtes donnée, Gaston, de cette longue période-là de 10 ans, malgré vos penchants politiques engagés, de dire, pardon, pour peut-être ma propre santé mentale, tu sais, puis mon équilibre, j'ai besoin d'utiliser mes mains pendant un bout de temps, tu sais, puis ça a été un long bout de temps. Je vous arrête là, j'ai pas réagi comme ça. OK. Parce que moi, quand je travaille des tâches manuelles, je suis autant moi-même qu'au niveau intellectuel. Ouais. Présentement, là, je travaille dans mon atelier à faire toutes sortes de choses. J'ai une bénéficerie en arrière. Puis je suis bien là-dedans, ça n'a pas de bon sens, j'ai pas besoin. Mais je disais souvent quand j'étais au Moulin que Sciez-du-Bois, c'était éminemment dur physiquement. C'était infernal. 7 heures du matin à 5h30, 5 jours et demi par semaine. C'était dur. Mais je disais que mon siège était un mouvement parasitaire à ma pensée. Au sens où, moi, quand je fais quelque chose et que je suis à l'aise là-dedans, c'est là que ça travaille. Ouais. Chaque soir que j'arrivais du moulin, je m'endormais là, après souper.
mais j'avais toujours un article à écrire. Je ne l'écrivais pas. Mais chaque jour, j'avais dessiné une logique complète en elle-même, puis j'aurais pu écrire un article le soir. Ouais, ouais, C'est ouais, ouais. encore comme ça aujourd'hui. Hmm. C'est que le travail physique, manuel, facile, est un mouvement parasitaire à ce qui se passe dans ma tête. Mhm, mhm. Ça va plus vite dans ma tête à ce moment-là quand je fais que si j'essaye de penser tout seul, moi, la méditation solitaire, voilà. Mais Je je fais comprends tellement. Je comprends tellement. Ça se retrouve, ça, ben, en tout cas dans ma vie à moi, là, dans les arts martiaux, parce que j'ai fait des arts martiaux un petit peu, où à un moment donné, le corps devient la pensée, puis il n'y a plus de distinction entre un et l'autre. Là. Puis il y a comme une espèce de ménage qui se fait, qui fait qu'il y a une clarté qui apparaît tout d'un coup après un certain temps. Comme quand on va marcher longtemps, par exemple. Si on va marcher longtemps, puis qu'à un moment donné, on dirait que le bruit, là, se calme un peu, puis d'un coup, là, pouf, il y a de la clarté qui apparaît. ça, je trouve ça très bon ce que vous dites parce que je viens de finir un autre livre là, sur la brunante, mais c'est que les choses qu'on découvre, c'est un peu comme si on ne les découvrait pas en les cherchant. On C'est les ça. découvre quand notre état mental est assez au repos, tranquille, que tout à coup, clic, il y a Ouais, des sons. ouais. Comme la phrase que je vous disais tantôt, c'est qu'on ne travaille pas, nous, Oh, là, pour ça a, la coup- ça, plonger. ça a coupé. C'est clair, tout le monde comprend ça. Mais, Excusez-moi, Gaston, ça a coupé. Pouvez-vous juste. J'ai manqué un petit bout. Ça a coupé de 15 secondes après, à peine, 3 secondes. Là. La perte d'autonomie. c'est ça, j'ai découvert ça cette semaine alors que j'aurais dû le découvrir il y a 20 ans, 15 ans. C'est que, de façon claire, c'est que la brunante n'a jamais été fondée pour compenser la perte d'autonomie, pour apporter des substituts aux gens, mais on a travaillé tout le temps pour que les gens qui viennent à la brunante, leur autonomie se prolonge. Et on réussit de façon exceptionnelle à prolonger cette autonomie, tellement que la plupart des gens qui restent à la brunante, ils ne vont jamais dans les CHSLD. Mhm, Ils sont bien, tout à coup, l'ambulance arrive, ils rentrent dans l'ambulance, puis ils ne reviennent pas. mhm, mhm. On dirait qu'ils se rendent au bout de leur capacité permanente. Ouais, Et ouais, ça, ouais, ouais. c'est l'autonomie, là. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est venu dans un moment où je ne l'attendais pas du tout, cette distinction claire-là. Ouais, 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 Je ne ouais. pas. Ouais. Puis elle est importante. Puis justement, ben, j'y arrivais. Là, on est dans les années début 90, vous vous rencontrez. Peut-être que vous décidez de faire ménage commun à peu près dans ces années-là. Moi, dans ce que j'ai lu par rapport à Racine et à votre implication, il y a quand même plusieurs projets, donc j'aimerais ça qu'on puisse en parler. Il y a la Brunante, qui est une résidence pour aînés, dont on a déjà commencé à parler. On a surtout parlé de sa philosophie. Puis il y a aussi la coopérative à Racine, puis le marché locavore. Là. Fait que j'aimerais ça qu'on démêle un peu ces projets-là. Puis peut-être Mariette pourrait nous glisser un mot, peut-être en commençant sur la Brunante, parce que moi, ce que j'ai lu, c'est que Mariette s'était beaucoup impliquée dans la fondation de ce projet. Dans toutes les coopératives de Racine, j'ai été impliquée. Mhm, mhm, mhm. J'ai travaillé comme à mettre sur pied avec Gaston ces coopératives-là. Mais c'était un travail, dans le fond, on était convaincus de ça. Mhm, On était convaincus que la coopération et la façon de vivre pour être heureux, mhm, pour se sentir bien dans notre peau. On ne travaille pas pour soi, on travaille pour les autres. mhm.
C'est dans le fond, Je vais apporter une petite correction. Chicanez-vous pas, là. Non, c'est important parce que on emploie souvent les mots, puis ils ne disent pas ce qu'on veut dire. Mais c'est qu'au fond, la vraie différence dans notre approche, c'est qu'on a, à Racine, on n'emploie jamais le mot bénévolat. On parle toujours d'entraide. C'est ça qu'il n'y a personne à Racine qui travaille pour les autres. Nous travaillons tous pour nous-mêmes. Oui. En nous Non, tu as raison. Pas, non, tu as raison. C'est pas toi. Parce que dans le fond. Mais on s'oublie là-dedans. Oui, non, mais c'est vraiment intéressant la distinction parce que quand Mariette le disait, je me disais, ouais, mais quand on travaille pour les autres, on est en train de travailler pour soi aussi. Tu sais, c'est un mouvement. C'est un mouvement. Il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de... J'essaie de bannir le plus possible le mot bénévolat parce qu'il est un piège. Ouais. Parce que c'est une phrase de... Camus. Je vais la retrouver puis je vais y revenir tantôt. Les riches en avaient assez de l'entraide, ils ont inventé la charité. Ouais. Ça, c'est du Camus. Puis ouais. Parce que dans l'entraide, il y a une prise de pouvoir du citoyen, là. Puis ça peut devenir menaçant pour... Le bénévolat travaille de haut en bas. Ouais. Tu donnes à quelqu'un en bas, c'est un petit, puis qui s'en sort, ça ne sort pas, mais moi, j'ai posé un geste de bénévole de charitable. Alors que l'entraide est horizontale. C'est-à-dire que la phrase clé de l'entraide, c'est « Viens m'aider, j'ai besoin de toi ». La phrase clé, c'est « Viens m'aider, j'ai besoin de toi ». Et à partir du moment où tu es capable de dire ça à quelqu'un, surtout quand il est méprisé, démuni. Ou très différent. C'est qu'il acquiert une densité humaine. Je ne l'ai pas fait exprès, mais supposons que, par exemple, pendant la construction de la brûlante, il y a une bordée de neige de 3 pieds. Les murs c'est debout, mais c'est pas monté. Puis là, les travailleurs sont incapables de travailler. Il faut pelleter. Alors, moi, je fais le tour du village le matin de la tempête. Puis je tour du monde. Je rencontre quelqu'un qui parle à personne dans une religion un peu marginale. Puis je dis, viendrais-tu nous aider à pelleter? Oh, oui, certain. Fait que là, il est venu nous aider. Il est revenu le lendemain. Puis aujourd'hui, quelqu'un qui ne parle à personne du village, c'est un leader dans le village. Puis on l'a intégré. Puis c'est tellement bien intégré qu'il est devenu un partenaire actif. Wow. Mais ça, j'ai vécu ça, moi, des centaines de fois. La capacité qu'on a de rendre service, ça donne une densité humaine qui fait qu'on n'agit plus après de la même façon. Et à Racine, on a même fait un livre des savoir-faire à un moment donné. On le savait, on avait déjà tout ça en main parce qu'on se connaît bien. On sait que lui, c'est faire ça, elle, c'est faire ça. Qu'on a bâti un livre des savoir-faire qui fait que, supposons qu'on a besoin de quelqu'un pour tirer le joint. On lui fait ça, elle, lui fait ça. Puis on peut lui demander, il dit oui ou non. Il veut se faire payer, il se fait payer ou pas, mais on sait que lui, il tire les joints. Ouais. C'est une liste de ce que les gens savent faire. Là, il est arrivé quelqu'un, à un moment donné, notre moteur diesel a brisé cet hiver pour la génératrice au Moulet. Alors, il y a quelqu'un qui est ici, son gendre répare les moteurs diesel. Alors, il l'a fait venir, le type est venu, il a réparé ça pour rien. Lui, il a appris, puis maintenant, c'est lui qui s'en occupe. Mais c'est pas Moulin, c'est à Brunant. C'est à Brunant. Donc, ce qui est important, c'est que tous les savoir-faire, il y a un monsieur qui avait toujours le premier prix pour l'embellissement de sa maison. Il est entré à Brunante. Le tour de la Brunante, qu'est-ce qu'il a l'air maintenant? Comme sa maison était avant. Alors, c'est la capacité d'aller chercher le positif. Et à ce moment-là, c'est que les gens sont valorisés, puis
on n'a plus besoin de les pousser pour participer. Ils le font parce qu'ils trouvent plaisir. Mais moi, j'ai une question pour vous deux. Euh, Parce que là, à Racine, puis là, on n'a pas parlé, mais Gaston a également été président, je pense, qui a fondé la Caisse populaire à Racine, là, mais Pas fondé, mais Président. président de la Caisse pop à Racine. Il y a le marché locavore, il y a la coopérative alimentaire, puis il y a la résidence La Brunante. et beaucoup d'autres choses. Et, et beaucoup d'autres choses. Je me demande pourquoi et surtout comment ça fonctionne. Parce que le mouvement coopératif au Québec, on a des exemples là, qui sont repris à travers le monde. Là. Tu sais, le Québec fait quand même bonne figure dans le mouvement coopératif, mais des fois ça fonctionne, puis des fois ça fonctionne pas. Il y a des communautés où les gens ils ont essayé de développer des projets comme ça et ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne? C'est parce qu'on part des besoins réels. On part du terrain, Mhm. des besoins locaux. C'est très juste. Il y a le besoin, mais il y a la question, je dirais, créer une coopérative, c'est donner une structure légale à l'entraide. Mhm. Beaucoup de coopératives se démarrent parce qu'il y a un besoin, mais l'entraide n'est pas là en partant. C'est ça, c'est ça. Créer un organisme avec une sorte de coopérative, mais l'entraide n'est pas là au point de départ. Mhm, mhm, S'il n'y a plus d'entraide, il n'y a pas de coopérative. mhm, mhm, Il peut y avoir une charte, mais il n'y a pas de coopération. mhm. Moi, j'ai débarqué de Desjardins, j'ai été à la Confédération des Desjardins, j'ai été président de laquelle et à la Confédé. À un moment donné, j'ai vraiment débarqué parce que, pour moi, Desjardins, c'est une banque avec quelques ristournes. Ouais, ouais, ouais. Mais il n'y a plus cette pensée Ouais. membre, il y a une pensée mouvement, Ouais, ouais, il n'y a ouais. plus de pensée membre, il n'y a aucun sentiment d'entraide entre les membres Ouais. Ouais. Mais c'est devenu trop gros pour qu'il y en ait. Ben oui, c'est On, ça. on fusionne tout. On a fusionné les petites municipalités, Mhm. mais tu ne retrouves plus la même dynamique que tu avais avant. C'est On vrai. a fusionné les CLSC, on sait que ça a donné. Ouais. Quand on travaillait au CLSC, les auxiliaires familiales, moi j'étais auxiliaire de quartier, Ouais. on était partie prenante des équipes multi. Ouais. Ouais. C'est pour ça. Aujourd'hui, par exemple, dans la MRC de Quaticook, si moi je retournais comme auxiliaire familial, je pourrais très bien faire 4 heures de travail à Quaticook, puis 4 heures de travail à Magog l'après-midi, C'est puis ça. être dispatché un peu partout. Donc, on perd le sentiment d'appartenance C'est ça. au territoire. Puis ça, je trouve ça intéressant comme piste de réflexion sur la coopérative, puis sur les embûches que certaines communautés rencontrent, parce que ne serait-ce qu'au niveau alimentaire, il y a de plus en plus de ce qu'on appelle des déserts alimentaires, des endroits où les gens en situation de pauvreté n'arrivent pas à s'alimenter parce que ça prend une auto, puis il faut être capable d'aller chez Maxi ou puis de faire plusieurs kilomètres de voiture pour pouvoir aller s'acheter quelque chose dans une grosse surface où c'est fait pas pour les piétons, mais bien vraiment pour les automobilistes. Il n'y a même pas de trottoir autour souvent de ces grandes surfaces-là. Donc, si une petite communauté décide d'offrir des services alimentaires, ils font concurrence à des grosses chaînes, là, tu sais. Donc, il y a l'entraide, mais il y a les habitudes de vie aussi qui ont été créées, tu sais, puis qui sont pas toujours évidentes à déconstruire, là. Convaincre quelqu'un d'aller s'acheter son lait dans son village, puis de payer 50 cents ou $1 de plus, ou bien qui va le prendre en route dans un magasin de grande surface. Souvent, les gens vont faire le choix d'aller dans le grand magasin, là, tu sais. Mais c'est toute cette philosophie-là, cette culture d'entraide, de côté humain et social Mhm. qui se perd quand tu t'éteins comme ça. Mhm. Mhm. Mais moi, je pense que la COVID peut resserrer les liens locaux. Je pense que la COVID peut resserrer les liens. Je ne pousserai pas ça loin, mais je
je pense que, par exemple, l'achat local va profiter beaucoup du fait que les gens vont acheter proche. Ils ne peuvent plus aller loin, ils ne peuvent plus sur le gros truc, mais je ne pousserai pas ça plus loin, mais je pense qu'il y a une piste là-dedans là, qui est intéressante. Mais il y a aussi un autre phénomène, le fait que les gens ne se voient plus à cause du pouce qui fonctionne sur le téléphone tout le temps, puis qui est contre on a perdu, on voit à la télévision des gens s'embrasser, on dit c'est quoi ça? À un moment donné, on ne voit plus ça nulle part. On a perdu le sens du rapprochement. En tout cas, on est dans une situation difficile présentement. Sur le plan de la recréation des communautés, les gens ne se voient plus. Ils ne se voient plus et ils ne se parlent plus. On fait comment aujourd'hui pour ça, pour lâcher le pitonnage puis se rencontrer dans le village? Quand je regarde mon village à moi, là, qui a une histoire qui est particulière parce que c'est un village qui a été pendant 50 ans dédié justement à la déficience intellectuelle, où il y avait anglophone. Puis après, ben, ça a été des employés du centre qui vivaient dans le village qui sont restés. Donc, c'est devenu tranquillement anglophone, francophone, mais surtout des personnes âgées. Puis quand ils ont commencé à démanteler les résidences pour personnes handicapées dans le village, ben, il y a eu un creux de vague d'une 15aine d'années où là, les maisons se vendaient pour presque rien. Donc, c'est des petites familles avec peu de moyens qui sont venus s'installer ici, des gens de l'extérieur, souvent de la ville. Donc, cette cohésion sociale-là, d'entraide, il faut l'inventer parce qu'au départ, historiquement, elle n'est pas là. Puis ça arrive dans plusieurs communautés. Tu sais, il y a des communautés où, oui, c'est les mêmes familles depuis des générations. Il y en a quelques-unes dans le village, mais ils ne sont pas dans le cœur du village. C'est des agriculteurs qui sont à l'extérieur du village. Mais dans le cœur du village, c'est souvent des gens qui arrivent de l'extérieur. Donc, faire travailler ces gens-là ensemble, les faire se rencontrer, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Il faut que tu y ailles un pas à la fois et en partant des besoins de trouver un projet commun. Mariette trouve quelque chose d'intéressant. Elle disait tantôt, parce que dans le village ici, dans le fond, c'est qu'on a été quasiment des ouvriers communautaires à plein temps, Mariette. Je pense qu'on peut se dire comme ça. On était président partout. Moi aussi, qu'il y avait quelque part, il me nommait président parce que j'avais deux avantages. Animer une réunion, organiser des corvées. Je pense que la plupart des choses qu'on a réussi à Racine viennent du fait la communauté ne s'est pas bâtie autour des tables de réunion, c'est bâti dans les corvées. Oui. Et ça, quand on a construit le marché, on a eu des journées à 50 personnes qui travaillaient ensemble pendant 1 mois et demi. Pas 50 tout le temps, là. Mais, imagine, j'appelle ça l'effet soudure. Les gens qui travaillent une journée ensemble à coordonner leurs efforts, embarquer dans un modèle de construction, à prendre une bière après, à dîner ici ensemble parce qu'on travaillait ensemble et les femmes du village faisaient de la nourriture. Mais là, il faut s'impliquer, il faut les inviter, il faut leur demander. Il faut avoir l'idée de venez. Apportez pas votre lunch, venez manger chez nous. Et à la fin, on y aurait bien des choses à rajouter là-dessus. À la fin, c'est que on ne peut pas faire l'économie du leadership. Et on est à une époque où c'est pas bien vu d'être leader. Et moi, dans le fond, à chaque fois qu'il est arrivé quelque chose, on disait Gaston, prends ça, t'es bon organisateur, mais c'est que maintenant, c'est beaucoup plus délicat parce que tout le monde se positionne sur ses droits, puis sur les responsabilités, parce que si on veut réaliser quelque chose, il faut accepter une forme de discipline de travail. À Racine, ici, on a bâti, j'ai dit que c'était les seules choses, on en a fait des affaires pistes cyclables. La patinoire, le terrain de balle, les clôtures. L'opération Verbère. L'opération Verbère. On pourrait en nommer, j'en ai une liste, moi, j'en ai au moins 30 depuis 20 ans qu'on est là.
mais ça a toujours été des corvées organisées avec un but précis, avec une organisation efficace. Si tu organises quelque chose, puis que les organisateurs font que quand les gens repartent, là, ça a été un flop, puis qu'ils n'ont rien fait de bon, ils ne reviendront pas. C'est ça, c'est ça. Quand on construisait au marché, puis qu'on prenait la bière après, les gens qui étaient là, ils regardaient, on a tout fait ça aujourd'hui. On est bon. On est bon. On prend notre bière, ils revenaient là. Très inspirant parce que j'ai vécu quand je le regarde dans des expériences dont j'ai été témoin, souvent le mouvement ou le désir d'avoir une coopérative venait d'un petit groupe de personnes qui essayaient de prendre le pouls de la population pour voir c'était quoi les besoins. Gaston, vous nommiez le problème au niveau du leadership aussi, qui est bien réel aujourd'hui. On s'offusque pour pas grand-chose, donc il faut faire attention aux sensibilités de chacun. Il y a cet aspect-là. Puis il y a l'aspect où, quand on veut répondre aux besoins qu'on croit qu'on a cernés, on va aller chercher des sous à l'extérieur pour venir combler ça. Tu sais, ne serait-ce que, je sais pas moi, la réparation du toit. On va aller chercher un budget pour la réparation du toit, ce qui fait que c'est un entrepreneur privé qui va finir par le faire et non pas les gens de la communauté. Puis là, je me demandais, à ce moment-là, quand vous avez fait des corvées, comment vous avez interpellé les gens? Parce que aujourd'hui, on est à l'ère de Facebook, que même dans une petite communauté de 500 personnes, les gens s'écrivent sur Facebook pour organiser quelque chose. Comment ça se faisait de votre côté? Ça se faisait par téléphone. Par téléphone. Par téléphone. Ça se fait toujours par téléphone ici. En connaissant le talent de chacun, qui l'invite personnellement à venir travailler avec nous autres. À partir de votre liste de compétences, là. J'avais fait une liste des gens de Racine, moi, on est 1000 à peu près, là. Ça comprend les enfants et les vieux, ça, là. Mais j'avais passé au moins 100 personnes qu'on peut aller chercher pour diverses choses selon le besoin. Ça peut être pour une clé, ça peut être pour t'aider à transporter. Mais l'exemple que je prends tout le temps quand je donne des conférences, c'est, mais dans la maison ici, 40 calorifères à 10 degrés. Dans la maison, il va faire 10 degrés. Pas vrai? Si tu veux que ça monte, mais ça au moins 1 à 15. C'est ça. Et le leadership, c'est quelqu'un capable de faire monter la température. Et ça, c'est presque plus possible aujourd'hui que quelqu'un ait le goût de faire des projets, puis de mobiliser, puis de monter, puis de dire, on a ça à réaliser, on va faire ça. Demain matin, à telle heure, modelé à la brûlante, à la maison de la culture. On a tout fait la peinture à l'intérieur, mais la peinture venait de la brûlante, un autre à faire de l'eau, les gens portaient. Puis quelqu'un savait tirer les joints, etc. Ça fait qu'on a fait ça, ça aurait pu coûter 5 000, 10 000, rien. Ça n'a rien coûté, puis on a retapé cette bâtisse. C'est ça. Mais c'est la capacité de mobiliser. Puis les gens qui ont du leadership, ce que je remarque aussi, c'est que si à un moment donné, leur leadership est pas, on leur laisse pas l'espace pour pouvoir le faire vivre, les gens finissent par se démotiver, les leaders finissent par se retirer puis dire, bon, ben, c'est trop confrontant d'être leader, je vais me retirer. Donc, on a des gens qui auraient des bonnes ressources en leadership là, qu'on perd des fois. Puis dans une petite communauté, c'est pas long. Hein? Si tu brûles 4-5 personnes, le mot se passe, puis à un moment donné, ça devient démobilisant. Mais je suis content de cette conversation-là parce que vous amenez des sacrés bons trucs, en tout cas. Tu sais, dans l'histoire, puis la façon dont ça s'est passé chez vous, je trouve qu'il y a vraiment là un modèle pour les gens qui vont nous écouter puis qui sont en train de réfléchir au mouvement coopératif dans leur propre communauté. Il nous reste encore quelques minutes ensemble. J'aimerais savoir, parce que je reviens au projet de la Brunante des personnes âgées. Gaston, quand on s'est parlé la première fois, il y a à peu près un mois, vous m'avez dit que vous étiez en rédaction d'un livre et que dans ce livre-là, il y avait une portion du livre qui parlait des aînés d'aujourd'hui et de la façon dont on traite nos aînés d'aujourd'hui.
Peut-être, je commencerai avec Mariette, savoir qu'est-ce que vous pensez de ça, de cette façon-là dont on traite nos aînés aujourd'hui, puis comment vous aimeriez que ce soit. Nous, à la Brunante, on a établi une culture de bienveillance au lieu de dire on va travailler pour contrer la maltraitance. On ne parle jamais de ça. Ouais. On établit plutôt des relations, tu sais, en connaissant notre monde pour que ce soit tout le temps en valorisant la bienveillance. Que ce soit devenu une force pour nous autres. Parce que la Brunante, c'était pas juste une partie de plaisir, là, arriver à réaliser ça. Là. Je comprends. Il a fallu être tenace, puis il a fallu revenir sur nos pas, puis on a gardé notre monde, on a gardé le noyau qui a démarré ça. Le besoin était là et on l'a rendu au bout. Et la culture s'est approfondie. Oui. On a développé ça. C'est surprenant parce que dans le fond, le livre, il va paraître fin septembre, autour de septembre. Puis il va suivre ce livre-là ici, qui est le premier qui a paru, qui s'appelle La lumière de la Terre. Ce qui est important là-dedans, à la Brunante, c'est que tout ce qu'on dit, il vient de l'observation de ce qui se passe là. Il ne vient pas de bureau en haut. Ici, la lumière de la Terre, si vous le voyez bien, c'est le quartier à Montréal. Puis ici, la lumière monte d'en bas. Elle ne vient pas d'en haut, elle monte d'en bas. Elle vient des gens. À la Brunante, le livre, c'est une histoire de la Brunante avec ce qu'elle dégage. C'est-à-dire qu'on l'a observé et ce qui nous étonne, nous, c'est qu'on on était en terre vierge quand on a fait ça. On n'a pas voulu jamais partir des programmes. On est parti du besoin sur lequel on a travaillé. Et le gouvernement voulait nous donner de l'argent sur ces programmes. Et nous avons refusé cet argent parce que c'est pas ça qu'on voulait. Alors, jusqu'à temps que le gouvernement plie assez pour qu'on puisse rentrer dans le trafic. Mais, c'est que les résultats, étant donné notre volonté de prolonger l'autonomie, de mettre en valeur tout ce que les gens savaient faire jusqu'à la fin, de prolonger cette autonomie-là. Alors, ça a donné des résultats qui dépassent de beaucoup ce qu'on attendait. Et la culture de la participation, elle s'est approfondie. De sorte qu'avant ça, on était obligé de partager les tâches. Là, on n'a plus besoin de rien partager. Les gens courent après et ils prennent aussitôt qu'il y en a une qui est lâchée. Ça, c'est vraiment intéressant. Alors, et dans le livre, qui est une histoire de la Brunante, avec ce qui s'est dégagé de cette histoire-là, après, j'ai rajouté un chapitre sur la COVID. Dans ce chapitre-là, je parle de l'âgisme systématique. Les vieux, désolé, on est périmés. On n'a plus rien pour nous. On n'est plus bon en rien. C'est de l'obsolescence programmée. De sorte que quand quelqu'un arrive à un certain âge, à un moment donné, tu ne te réfères plus à lui, à sa sagesse, à son expérience, à ses savoir-faire. Maintenant, tout vient de la technique, tout vient de l'ordinateur, tout vient des technocrates. Si tu essaies de faire quelque chose, non, tu n'es pas bon là-dedans. Tu n'as pas suivi de cours là-dedans, toi. Tu n'as suivi de cours là-dedans. Alors, ça prend des cours spécifiques, puis ça prend le technocrate qui nous envoie des consignes pour la Brunante en 30 pages, alors que les gens ne lisent pas. Alors, il faut que moi, je le résume en une page. Donc, je pense qu'on a du chemin à faire. Et ce chemin-là, c'est pas juste l'argent, c'est le respect pour ce que les gens sont. Et leur demander conseil. Leur parler à chacun, n'en mettre aucun de côté. Toujours aller chercher le petit talent qui va valoriser la personne. Quand est-ce qu'on entend au Québec
des gens comme Boucard Diouf, comme mon grand-père disait, Ouais, comme ma grand-mère disait. ouais, Est-ce qu'on a entendu ça de beaucoup de Québécois depuis ouais, quelques années? ouais, Et ouais, pourtant, quand Boucard Diouf nous annonce que son grand-père ouais. disait ceci, On on écoute. prête l'oreille. Ouais, ouais, Nous aussi, nous avons des ouais, choses à ouais. dire. Ben, On écoute. peut-être que c'est justement ça que, parce qu'on va terminer bientôt là-dessus, que moi je retiens le plus, c'est d'être à l'écoute des besoins, mais à l'écoute de l'histoire de l'autre, de ce qu'il y a de sacré puis d'unique chez l'autre, peu importe l'âge, mais on dirait peut-être aussi, surtout auprès de nos aînés qui ont toute cette expérience-là, qui sont des bibliothèques vivantes, de les Leur donner de la place. exactement dans les projets, dans les corvées à la mesure de leur capacité, dans les décisions, dans le leadership même, tu sais, parce que souvent, Les écouter beaucoup. exact, exact. Écoutez, on va se laisser là-dessus. Je vous remercie vraiment beaucoup pour votre temps et votre générosité. Ça a été super intéressant. Je suis vraiment content de faire votre rencontre. Puis Gaston me l'a nommé à quelques fois. Il aurait aimé qu'on se rencontre en personne plutôt que sur Zoom. J'aurais aimé ça moi aussi. J'avais des contraintes techniques, mais aussi le fait que j'avais juste La COVID aussi. la COVID, ben c'est ça, j'avais juste un micro, il aurait fallu mettre un plexiglas entre nous, puis ça aurait été un peu étrange. Mais je vous promets que je vais aller faire un petit tour à Racine, j'espère cet été, puis que je vais arrêter cogner à votre porte pour vous dire Amène ton bonjour. monde. Ben oui, c'est ça, je vais amener la petite famille, puis on va aller se promener dans votre coin. Puis je vous dis que le titre du livre sur la brûlante, le titre, ça va être « On ne transplante pas un vieillard ». Wow! Bon, ben un gros merci. Et puis, ben voilà, je vous souhaite une belle journée, puis on va se reparler sûrement cet été. Bravo! Bye bye.